tous, bienvenue sur le champ des herbes sauvages, la chaîne qui vous parle de culture et de nature. Alors aujourd'hui, je vais vous lire un extrait du Kybalion, l'étude sur la philosophie hermétique de l'ancienne Égypte et de l'ancienne Grèce par 3 initiés, traduit de l'anglais par M. André Durville. Les lettres de la sagesse sont closes, excepté aux oreilles de la raison, le Kybalion. Voilà, Paris 1917. On peut le trouver en ligne. C'est un ouvrage que je vous recommande si vous voulez passer par les 7 étapes de la philosophie hermétique. Mais aujourd'hui, je vais vous parler plus particulièrement de la transmutation mentale, car il en est question dans ces temps mouvementés que nous vivons. Mouvementés, mais aussi très optimistes. Il faut toujours garder le yang dans tout ce qui se passe et prendre l'intégralité du monde tel qu'il est. Chapitre 3, la transmutation mentale. L'esprit, de même que les métaux et les éléments, peuvent passer d'un état à un état différent, d'un degré à un autre, d'une condition à une autre, d'un pôle à un autre pôle, d'une vibration à une autre vibration. La vraie transmutation hermétique est un art mental, le Kybalion. Comme nous l'avons déjà dit, les hermétistes ont été les premiers alchimistes, les premiers astrologues et les premiers psychologues, et c'est Hermès qui a été le fondateur de toutes ces écoles de la pensée. De l'astrologie est sortie l'astronomie moderne, de l'alchimie est sortie la chimie moderne, de la psychologie mystique est née la psychologie de nos écoles. Mais on ne doit pas supposer que les anciens ignoraient et que les écoles modernes croient leurs propriétés spéciales et exclusives. Les hiéroglyphes gravés sur les monuments de l'ancienne Égypte prouvent de toute évidence que les anciens avaient une connaissance parfaite de l'astronomie. D'ailleurs, les pyramides ont été construites dans le but de servir à l'étude de cette science. Ils n'ignoraient pas non plus la chimie. En effet, les fragments des écritures anciennes qui sont parvenus jusqu'à nous montrent qu'ils étaient familiers avec les propriétés chimiques des corps. À vrai dire, les anciennes théories concernant la physique sont lentement vérifiées par les découvertes toutes récentes de la science moderne, surtout en ce qui concerne la constitution de la matière. Il n'est pas non plus permis de supposer qu'ils ignoraient les découvertes, soi-disant modernes en psychologie, bien au contraire. Les Égyptiens étaient particulièrement érudits en sciences psychologiques, surtout dans les branches que les écoles modernes ignorent encore, mais qui, malgré tout, commencent à apparaître au jour sous le nom de sciences psychiques. Celles-ci rendent bien perplexes les philosophes d'aujourd'hui, mais ils commencent cependant à l'admettre qu'il pourrait bien, après tout, y avoir quelques vérités en elles. En réalité, en dehors de la chimie, de l'astronomie et de la psychologie matérielle, il s'agit ici de la psychologie dans sa phase action mentale. Les anciens possédaient une connaissance étendue d'astronomie transcendantale, c'est-à-dire d'astrologie, de chimie transcendantale appelée alchimie, de psychologie transcendantale, c'est-à-dire psychologie mystique. Ils possédaient le savoir intérieur aussi bien que le savoir extérieur, tandis que les savants modernes ne possèdent que ce dernier. Parmi les nombreuses branches secrètes de connaissances qu'avaient les hermétistes, se trouvait celle qui est connue sous le nom de transmutation mentale et constitue le sujet de cette leçon. Transmutation est un mot communément employé pour désigner l'art ancien de la transmutation des métaux grossiers en or. Le mot transmuter signifie changer une nature, une forme ou une substance en une autre, la transformer. Webster. Par suite, la transmutation mentale est l'art de changer, de transformer des états, des formes et des conditions mentales en d'autres conditions de nature différente. Il nous est maintenant facile de comprendre que la transmutation mentale n'est que l'art de la chimie mentale, ou si vous préférez, une forme de psychologie mystique pratique. Mais ce mot signifie encore plus qu'il ne paraît. La transmutation, l'alchimie ou la chimie sont assez importantes dans leurs effets sur le plan mental pour ne pas être mises en doute. Si l'art de la chimie mentale s'en tenait là, il serait tout de même l'art de la une des branches d'études les plus importantes connues de l'homme. Mais ce que nous avons dit ne constitue qu'un commencement, voyons pourquoi. Le premier des 7 principes hermétiques est le principe du mentalisme, dont l'axiome est le tout et l'esprit. L'univers est mental, ce qui signifie que la réalité de l'univers est esprit et que l'univers lui-même est mental, c'est-à-dire qu'il existe dans l'esprit du tout. Nous étudierons complètement ce principe dans les prochaines leçons, voyons dès maintenant si son effet est véritable. Si l'universel est mental, la transmutation mentale doit être l'art de modifier les conditions de l'univers, en ce qui concerne la matière, la force et l'esprit. Vous voyez donc que la transmutation mentale est vraiment la magie, dont les anciens écrivains ont tant parlé dans leurs ouvrages mystiques, mais pour laquelle ils ont donné si peu d'instructions pratiques. Si tout est mental, l'art pourra permettre à tout individu de transmuter ses conditions mentales. Il pourra rendre le maître contrôleur des conditions matérielles aussi bien que celles ordinairement appelées mentales. Dans tous les cas, seuls les alchimistes mentaux avancés ont été capables d'atteindre le degré de pouvoir suffisant pour être à même de contrôler les conditions physiques les plus importantes comme les éléments de la nature, la production ou la cessation des tempêtes, la production ou la cessation des tremblements de terre et les autres grands phénomènes physiques. Rappelez-vous Moïse par exemple.
Le fait que de tels hommes ont existé et qu'il en existe encore aujourd'hui est accepté de tous les occultistes avancés de nos différentes écoles. Que les maîtres existent et qu'ils aient en leur possession ces pouvoirs, les meilleurs professeurs l'affirment à leurs élèves, ayant vu des faits, des exemples qui les justifient dans de telles croyances et de telles affirmations. Ces maîtres ne font pas une exhibition publique de leur pouvoir, au contraire, ils s'isolent des foules dans le but de suivre plus consciencieusement le chemin de l'idéal. Nous mentionnons leur existence à cet endroit de notre livre pour rappeler votre attention sur le fait que leur pouvoir est entièrement mental et qu'il agit en suivant les lois de la transmutation mentale supérieure et du principe hermétique du mentalisme. L'univers est mental. Mais les élèves et les hermétistes inférieurs aux maîtres, aux initiés et aux professeurs sont également capables de réaliser avec facilité la transmutation sur le plan mental. En résumé, tout ce que nous appelons phénomènes psychiques, influence mentale, science mentale, phénomènes de pensée nouvelle, etc., obéit aux mêmes lois générales, de quelque nom qu'on désigne le phénomène. Il n'y a jamais qu'un seul principe invoqué. L'élève et le praticien de la transmutation mentale agissent dans le plan mental, transformant les conditions et les états mentaux en des conditions et des états différents, grâce à un certain nombre de formules plus ou moins efficaces. Les divers traitements, affirmations, dénégations, etc. des écoles de la science mentale ne sont que des formules de l'art hermétique, souvent très imparfaites et peu scientifiques. La majorité des praticiens modernes est très ignorante, si on compare aux anciens maîtres, car il lui manque les connaissances fondamentales sur lesquelles tout l'ouvrage est basé. Non seulement il est possible à quelqu'un de changer ou de transmuter ses propres états mentaux à l'aide des méthodes hermétiques, mais encore il lui est possible de modifier les états des autres. D'ailleurs, il en est constamment ainsi, quelquefois inconsciemment, mais plus souvent consciemment de la part de quelques individus qui ont compris les lois et les principes de protection personnelle. Mieux encore, comme un grand nombre d'adeptes et de praticiens de la science mentale moderne le savent, toute condition matérielle inhérente à l'esprit des autres individus peut être modifiée ou transmutée grâce à un désir ardent, à une volonté puissante et aux agissements de ceux qui désirent changer leurs conditions de vie. Le public est généralement si bien informé à notre époque de ces sortes de choses qu'il ne nous a pas paru nécessaire de décrire longuement leurs procédés. Notre but est plutôt de montrer simplement que l'art et le principe hermétique se trouvent sous toutes sortes de pratiques, si différentes qu'elles puissent paraître, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. La force, en effet, peut être utilisée dans deux directions contraires suivant le principe hermétique de la polarité. Dans ce petit ouvrage, nous décrirons les principes fondamentaux de la transmutation mentale. Celui qui les lira aura beaucoup de chance pour bien comprendre les principes sous-jacents et posséder ainsi la maîtresse clé susceptible d'ouvrir les nombreuses portes du principe de polarité. Nous allons continuer maintenant par l'étude du premier des 7 principes hermétiques, le principe du mentalisme, qui explique la vérité que le tout est esprit, l'univers est mental. Selon les paroles du Kybalion, nous recommandons à nos élèves la plus grande attention et une étude très précise de cet important principe, car c'est vraiment le principe fondamental de toute la philosophie hermétique et de l'art hermétique de la transmutation mentale. Voilà. Je vous laisse poursuivre la lecture de ce livre si vous en avez envie. Moi, j'y vais à petite dose parce que, vous avez vu, c'est dense. Il y a beaucoup d'informations par ligne. Et il faut souvent revenir méditer dessus, mais c'est une base factuelle et puissante et probante pour s'améliorer au quotidien dans sa pratique de méditation ou sa pratique de transmutation tout court du mental, justement. Je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt. Au revoir.